Bonjour ou rebonjour à tous et toutes. Donc, comme précisé, je vais parler des techniques spatiales d'observation des océans depuis l'espace avec un focus exclusif sur la biodiversité. Donc, je ne vais pas parler d'absolument toutes les techniques. Donc, pour observer depuis l'espace, le moyen que l'on a, ce sont les ondes électromagnétiques. Le son ne passant pas dans le vide ou le quasi-vide de l'espace, les ondes électromagnétiques, dont la lumière visible, sont le moyen que l'on utilise pour observer la Terre depuis un satellite. Donc, dans les ondes électromagnétiques, vous avez tout le spectre qui est illustré ici. Donc, parmi ce spectre, vous avez les ondes radio que vous avez dans vos postes de radio, mais qui peuvent servir aussi dans certaines fréquences à observer la Terre. Vous avez les micro-ondes, pas la fréquence qui est utilisée dans votre four, mais d'autres fréquences qui peuvent être utilisées. Les ondes visibles, ce que voient nos yeux, et infrarouges aussi un petit peu, que ne voient pas nos yeux, mais certains animaux les voient. Après, l'observation de la Terre en ultraviolet, rayons X et rayons gamma se fait assez peu, sauf sur les rayons gamma pour les activités nucléaires. Mais ça, c'est plus du militaire que de la biodiversité. Donc, on va se focaliser essentiellement sur la partie ondes radio, micro-ondes, infrarouges et optiques pour la biodiversité. Donc, on va utiliser des satellites qui donc, tournent au-dessus de nos têtes. Parmi les satellites, vous avez certaines orbites, certaines altitudes qui sont spéciales. La plus connue, c'est l'orbite géostationnaire qui est à 36 000 km au-dessus de nos têtes, qui a la particularité de faire en sorte que le satellite tourne à la même vitesse que la Terre et donc reste au-dessus de la même région. C'est typiquement ce que vous avez avec Météosat et les cartes météo que vous avez à la télé. Vous avez des satellites qui vont observer la Terre en passant toujours au même point, aux mêmes heures. On appelle ça héliosynchrone. C'est utile pour certaines techniques. Vous avez d'autres qui ne sont pas héliosynchrones, donc qui ne sont pas phasés sur la même heure de passage à l'équateur. Tous ces satellites d'observation de la Terre qu'on dit défilants, parce qu'ils ne restent pas au-dessus du même point comme les géostationnaires, vont entre 5000 et moi je vais mettre 1500 km au-dessus de nos têtes en altitude. Vous avez aussi les satellites, alors j'ai mis GNSS parce que ça couvre GPS, Galileo et l'équivalent russe. Il doit y avoir un équivalent chinois, je ne connais pas le nom, qui sont plus hauts. Et après, comme orbite spécifique, vous avez l'orbite de libération qui est utilisée pour les sondes interplanétaires dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc, sur océan par des satellites, on va observer un certain nombre de choses. La température de surface, ce qu'on appelle la couleur de l'eau, la topographie des océans, on peut observer aussi les courants. La salinité, c'est-à-dire la quantité de sel dans l'eau, on peut l'observer depuis l'espace. Je ne vais pas trop en parler parce que d'un point de vue biologie, c'est assez peu utilisé. On a aussi des vents qui peuvent être mesurés depuis l'espace, des concentrations d'épaisseur et la dérive des glaces au pôle, la hauteur des vagues et la direction de la houle. Et on peut également faire localiser des mobiles sur les océans et collecter des données au beau milieu de nulle part. Alors, pour mémoire, on peut aussi mesurer l'atmosphère au-dessus des océans. Je ne vais pas en parler. Et on a aussi un certain nombre de mesures optiques dans les rayons visibles du spectre, typiquement spot, Pléiades, mais généralement, on observe assez peu l'océan du large avec. Mais on peut avoir de très bonnes images dans les eaux côtières. Et un peu différent, parce qu'en fait, ça n'utilise pas le champ électromagnétique, mais la position en altitude. Vous pouvez aussi mesurer le champ de gravité et en déduire la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur
ou plutôt le relief du fond des océans, grâce à cette altitude du satellite, puisqu'il suit le champ de gravité et que ce champ de gravité est déformé par des montagnes sous-marines, par exemple. Donc tout ça, c'est fait par différents types de capteurs. Vous avez grosso modo deux grands types de capteurs. Vous avez des instruments qu'on dit passifs, c'est-à-dire qu'ils vont collecter du rayonnement émis ou réfléchi par la surface, que ce soit l'océan ou la glace ou autre chose. Et vous avez des capteurs dits actifs qui vont mesurer, qui vont émettre un signal vers le sol et recevoir ce qui est réfléchi par la surface. Donc, le premier, les capteurs passifs, on a à peu près tout le spectre que j'ai cité des ondes électromagnétiques qui sont utilisées. Beaucoup le visible, l'infrarouge, les micro-ondes, pas tellement les ondes radio. Les capteurs actifs, c'est essentiellement des ondes radio, les radars, ou aussi des choses qui sont à la limite entre les micro-ondes ou les visibles qu'on appelle un lidar. En fait, c'est l'équivalent laser d'un radar. Donc, l'avantage étant que ces capteurs actifs, les radars essentiellement, ont la possibilité de mesurer quelle que soit la météo, donc même s'il y a des nuages, et de nuit comme de jour, alors que les capteurs passifs sont un peu plus limité, même si les micro-ondes peuvent le faire aussi. Donc, parmi les techniques que j'ai citées, il y a la collecte et la localisation. Donc, je vais vous parler plus spécialement d'Argos. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais Argos est un système qui date de 1978, qui a été développé en France, même s'il a été longtemps embarqué essentiellement sur des satellites américains. Aujourd'hui, il y a 7 satellites qui fonctionnent et qui tournent au-dessus de nos têtes. Alors là, le principe, c'est que les balises, donc ça peut être des instruments, des bouées, des instruments sur des bateaux, mais ça peut être aussi des petites balises qui sont mises sur des animaux, émettent vers le satellite, enfin émettent. De plus en plus, on les programme pour qu'elles les émettent uniquement quand il y a un satellite qui va passer. Et de cette émission, le satellite déduit la position qui est calculée et peut collecter de l'information. Donc, c'est une position qui est calculée. Je ne crois pas qu'il y ait des physiciens dans l'assistance tellement, mais par effet Doppler, si ça vous dit quelque chose. Donc, la vitesse du satellite en fonction de la position de l'émetteur. Si ça s'en rapproche, l'onde est plus courte. Si ça s'en éloigne, la longueur d'onde s'agrandit. Donc, grâce à ça, l'effet Doppler, on peut déduire la position de la balise par rapport au satellite et donc récupérer l'information. Donc, les exemples d'utilisation, vous avez donc des bouées en pleine mer, des stations de mesure éventuellement sur un fleuve, et vous avez aussi ce qui a rendu Argos le plus célèbre, c'est sur des bateaux, même si aujourd'hui on le fait beaucoup moins, et sur des animaux. Donc, sur les animaux, vous avez toutes les tailles d'animaux et toutes les tailles de balises qui vont avec maintenant des toutes petites balises. Alors là, ce n'est pas la plus petite qui est représentée en bas à gauche. Il y en a une qui fait 2 grammes. Sachant qu'on va estimer qu'on peut mettre une balise sur un animal en faisant attention que ça ne dépasse pas 3% de son poids. C'est l'estimation faite par les biologistes, qui détermine quel est le poids de la balise. Donc, on peut maintenant suivre des oiseaux essentiellement qui font dans les 70 grammes, ce qui n'est pas très gros. Ce n'est pas encore le moineau aujourd'hui, mais ça fait quand même des oiseaux assez petits.
grâce à des balises qui sont maintenant alimentées par des petits panneaux solaires. Donc, les localisations de chaque balise sont donc calculées et on peut aussi embarquer des capteurs de température, de pression notamment, ce qui, dans l'océan, nous permet de connaître la profondeur. Il y a des capteurs qui permettent de connaître l'accélération, sur la logique qu'un animal qui va essayer d'attraper une proie va accélérer brutalement. Et on a aussi du GPS, même si la balise Argos peut calculer sa propre localisation, le GPS permet d'avoir des localisations avec une plus grande précision et plus fréquente. Donc, on peut stocker l'information de localisation toutes les 10 minutes, par exemple, alors que le satellite ne va pas les collecter toutes les 10 minutes. Il est calculé. Donc ça, c'est un des grands moyens de suivre les animaux en plein océan. Alors, il y a d'autres moyens, effectivement, mais qui soit demandent beaucoup plus d'énergie, donc vont demander des batteries plus grosses et donc ne seront pas adaptés à beaucoup d'animaux. Et il y a d'autres systèmes qui sont utilisés sur Terre, comme les réseaux de téléphonie mobile, qui ne sont pas accessibles en plein océan. Une autre technique qui là va être de l'observation de la surface, c'est la température de surface. C'est une des plus anciennes mesures spatiales, enfin ancienne en proportion de l'ancienneté de l'observation spatiale, hein, donc Sputnik en 1957. Par contre, les satellites météo et militaires sont arrivés très très vite après. Hein. Donc ça concerne un grand nombre de satellites, quasiment tous les satellites météo, mais d'autres satellites, dont les satellites européens Sentinelle-3 A et B, du programme européen Copernicus. Donc avec ça, on obtient des cartes. Là, vous avez la Floride et les côtes d'Amérique du Nord. Et donc là, vous avez en fait une représentation du courant qu'on appelle le Gulf Stream en température. Le principe, c'est que le satellite va recevoir de l'énergie émise par la surface de la Terre. C'est un capteur passif. Cette énergie dépend de la température de la surface. Là aussi, pour les physiciens, on parle de température de corps noir, la loi de Planck. On utilise deux types de fréquences, les infrarouges ou les micro-ondes. L'infrarouge ne traverse pas les nuages, mais ça permet une très haute résolution spatiale. Donc, on a des cartes à quelques dizaines, centaines de mètres. C'est le même genre de technique que vous allez voir utilisé dans des lunettes de vision nocturne ou dans la mesure des déperditions thermiques des bâtiments aussi. Bon, pas spatial là par contre. Et vous avez aussi des possibilités dans les micro-ondes qui ont une bonne résolution, mais qui par contre peuvent permettre des mesures même avec des nuages. Là, il y a aussi un point qui est que les mesures sont différentes de jour parce qu'on détecte l'échauffement de la surface par le soleil, en gros, et de nuit. Donc, éventuellement, on va mesurer plutôt de nuit. Donc, dans les températures, par exemple, vous avez ici l'exemple d'une tortue qui a été relâchée depuis l'île de Ré par l'aquarium de La Rochelle et qui a été suivie. Donc, dans un premier temps, elle reste un peu dans le golfe de Gascogne, puis elle s'aventure dans la Manche en suivant une zone de température plus élevée. Donc, si vous regardez l'échelle de température, en jaune-orange, c'est dans les 15 degrés, dans les 17-18 degrés. Jusqu'en vert clair, c'est quand même encore 15 degrés. Et là, vous voyez, la tortue, eh ben, elle est partie dans une zone qui fait 10 degrés. Et là, malheureusement, c'est trop froid pour elle. Donc, on la perd. C'est un exemple un peu triste, hein, parce que malheureusement, on pense qu'elle n'a pas survécu à son coup de froid.
Mais là, on voit bien qu'elle suit une zone de température où la température de l'océan est plus élevée. Une autre technique qui a un lien plus clairement direct avec la biologie, c'est la chlorophylle. On mesure ça par une technique qu'on appelle aussi couleur de l'eau, qui consiste en gros à regarder de quelle couleur est l'eau. C'est à mesurer dans des longueurs d'onde du visible précises qui sont celles de la chlorophylle. Grosso modo dans les verres, pas que, mais aussi dans les verres. Il y a 5 satellites actuellement qui sont utilisés pour ça. Donc là, vous voyez toujours la même zone du Gulf Stream et vous voyez que les zones les plus au nord sont les plus productives, ce qui surprend en général pas mal les gens, mais oui, l'eau froide est plus productive que l'eau tropicale. Donc la chlorophylle A ou couleur de l'eau utilise l'énergie solaire réfléchie par la surface de la Terre. Donc la surface de l'océan en l'occurrence, à certaines fréquences qui sont celles que diffuse la chlorophylle. On observe aussi les sédiments en suspension dans l'eau avec cette technique. C'est sensible aux nuages, bien sûr, puisqu'on utilise l'énergie solaire réfléchie. Et c'est uniquement de jour, et c'est une des techniques sur lesquelles il sera important d'observer toujours à la même heure. Donc les satellites, là, sont dits héliosynchrones, puisqu'on va observer les mêmes zones toujours aux mêmes heures. Donc le phytoplancton, juste une petite mention, ce sont donc des organismes microscopiques dans l'océan. Il y a au dernier recensement, notamment celui fait par Tara Océan, au moins 20 000 espèces qui sont très diversifiées génétiquement, qui sont des microalgues, pour beaucoup, qui contiennent de la chlorophylle. Et c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire océanique et aussi le poumon de la planète. Au moins la moitié de l'oxygène que l'on respire vient de ces phytoplanctons. Donc là, toujours pour revenir, alors là, aux grosses bestioles, vous avez un éléphant de mer, un jeune éléphant de mer, près de Kerguelen. La zone en gris, là, c'est l'île de Kerguelen, dans l'océan Indien Sud. Et donc, le point rouge, c'est notre éléphant de mer. Donc, plus c'est vert, plus il y a de chlorophylle dans l'océan. Et vous voyez que notre éléphant de mer, il ne s'éloigne pas trop de l'île de Kerguelen. Il aura quand même parcouru dans les 6000 km, mine de rien, mais il reste très proche de l'île, mais dans une zone où en forte concentration en chlorophylle. Alors lui, il ne mange pas directement de la chlorophylle, mais par contre, ses proies sont des organismes qui vont en manger. Donc, c'est un proxy, une façon d'estimer la productivité océanique et la quantité de proies qui existent que d'observer la chlorophylle, même quand on est intéressé par des grands prédateurs. Une autre technique qui là est moins directement clairement associée à la biodiversité, c'est la topographie des océans. Les océans ne sont pas plats, ils ne sont même pas ronds en suivant la Terre, ils ont des creux et des bosses. Alors, la topographie des océans, c'est une technique dans laquelle les Français sont très impliqués. On a aujourd'hui près de 29 ans de mesures, en commençant par le satellite Topex Poséidon du CNES et de la NASA qui a été lancé en 92. En ce moment, nous avons 7 satellites qui fournissent de la donnée de façon en routine et 2 qui sont en cours de calibration parce qu'ils ont été lancés récemment. Donc, on vérifie que tout marche techniquement avant de les mettre dans le circuit opérationnel. Donc, la topographie de l'océan, si vous voyez le petit schéma qui est à droite, vous avez le satellite qui envoie une onde, c'est une technique active, un radar, vers la surface et qui, en gros, mesure la distance entre
aller-retour, enfin le temps aller-retour, et on déduit la distance. Connaissant par ailleurs l'altitude du satellite, on va en déduire ce qu'on appelle le niveau de la mer, qui n'est pas sa profondeur, parce qu'on connaît mal la profondeur des océans, mais dont on peut observer les variations, et notamment ces variations qui sont en lien avec les courants, avec les déplacements de masse d'eau chaude, froide, et tout ce qui va bouger dans l'océan. Donc avec ça, on voit la dynamique vraiment de l'océan. C'est une technique qui est tout temps, de nuit comme de jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'est une technique qui permet aussi incidemment de connaître des hauteurs de vagues et des épaisseurs de glace. Je ne vais pas trop détailler ce point aujourd'hui. Donc, pour vous montrer un peu quel intérêt ça peut avoir en termes de biologie, je vous présente Vita, qui est une tortue kawan qui a été équipée en Méditerranée par l'équipe de l'Observatoire océanographique des Baléares, et qu'on a suivi en fonction donc de la topographie des océans. Ici, le bleu, c'est des creux, le rouge, c'est des bosses. Ce n'est pas de la température. Il y a un lien. Hein. Et vous voyez la petite tortue qui fait des tours et des détours en fonction. Je reviens là, hop là. En fonction des creux et des bosses. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour des bosses et dans le sens inverse autour des creux. Puisque nous sommes dans l'hémisphère nord, ce serait l'inverse dans l'hémisphère sud, et elle va plus vite parce que les courants sont plus rapides autour de ces tourbillons. En fait, on appelle ça des tourbillons océaniques. Et l'océan en est constellé. Hein. Il y en a partout, des tourbillons, et ce sont des zones de concentration de nutriments, ce sont des zones où il y a des courants. Donc, ce sont des zones que les animaux, a priori, savent repérer. On peut aussi mesurer les vents par leur effet sur la surface. Donc ici, nous avons un albatros et les vents dominants autour de l'Antarctique. Alors, ça va peut-être un peu vite, mais en gros, l'albatros suit les vents dominants qui vont dans le sens ici des aiguilles d'une montre autour de l'Antarctique. Donc, il y a deux techniques, le diffusiomètre qui va mesurer partout et le radar à synthèse d'ouverture qui a une plus grande précision. Donc, comme souvent, la plus grande précision suppose qu'on peut observer une zone plus petite. Donc, le principe, c'est que plus il y a de vent, plus la surface est rugueuse. On a des satellites qui envoient leurs ondes, ce sont des satellites actifs, l'onde en biais. Donc ici, typiquement comme ceci. Et donc après, ça se réfléchit. Donc si vous avez des souvenirs d'optique, la loi de Descartes, si la surface est parfaitement plane, le satellite ne recevra rien en retour, tandis que plus la surface va être rugueuse, agitée, plus il recevra de l'onde en retour. Et grâce à ça, on réussit à en déduire la vitesse du vent qui provoque ces vaguelettes à la surface de l'océan. On peut aussi mesurer des concentrations de glace sur les océans. Donc là, vous avez une ours polaire. Et vous voyez que l'ours reste près des côtes tant qu'il n'y a pas de glace, et quand il y a de la glace jusqu'à 100%, mais elle s'aventure en plein sur la baie, qui est ici, c'est la mer de Beaufort au nord du Canada. Et quand la glace commence à se rétracter, elle rejoint des zones soit plus gelées, soit la terre. Donc ça, ce sont des techniques, différentes techniques permettent d'observer cela, les techniques d'optique, mais aussi la température ou des micro-ondes. Après, une fois qu'on a ces mesures physiques, on en calcule des prévisions.
C'est comme la météo et l'atmosphère, l'océan, on peut le prévoir. Pour cela, on va utiliser des équations de la mécanique des fluides, des gros ordinateurs assez similaires à ceux de Météo France. Hein. D'ailleurs, ce sont ceux de Météo France qui sont utilisés aussi. Et comme pour la météo, vous avez des stations et des satellites, on va utiliser des mesures in situ relayées par Argos notamment, et des satellites pour que la prévision reste au plus près de la réalité. Et on peut en déduire aussi des choses qu'on n'arrive pas ou difficilement à mesurer, comme ce qui se passe en profondeur, puisque le satellite n'observe que la surface, et aussi combler les trous de mesure parce qu'il y a eu des nuages. Donc, ce qu'on prévoit aujourd'hui, ce sont tout ce qui est courant, température, salinité, glace, hauteur de mer, avec notamment le centre Mercator-Océan qui est sur Toulouse. C'est notre voisin ACLS d'ailleurs. Les marées sont aussi prévues, ça depuis très très longtemps, mais on arrive à les prévoir de mieux en mieux, y compris en plein océan. Et on prévoit aussi tout ce qui est vent et vagues, ce qui est la responsabilité là de Météo France, les marées étant celles des militaires du service hydrographique de la marine. Et ce qui est une nouveauté, maintenant on arrive aussi à prévoir la biomasse océanique. Alors ça, ce sont des collègues à moi qui utilisent les mesures satellites de chlorophylle, les prévisions de courant, de température, pour essayer de déduire ce qu'ils appellent le micronecton, c'est-à-dire des petits poissons crustacés entre 1 et 10 cm de taille. Là, vous avez deux exemples, un avec des manchots et l'autre avec le môme albatros, je crois que tout à l'heure. Et vous voyez qu'il reste quand même dans des zones où la concentration de biomasse, donc là où c'est le plus jaune, est la plus forte. Donc ça, c'est encore un peu expérimental, mais c'est de plus en plus développé. Et tout ça, sauf le dernier, en gros, vous pouvez le retrouver sur le projet Argonautica, puisque à peu près toutes les cartes dont je vous ai parlé, plus des prévisions de salinité, font partie de ce qui est proposé par le projet, dont on vous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous expliquer. Maintenant, j'attends des questions. Alors moi, j'ai une petite question. Alors déjà, c'était très intéressant, ça c'est sûr. Pour ma classe, là, l'année prochaine, je vais faire une section euro en lien avec comment dire, la surveillance de la biodiversité et tout ce qui est sciences du développement durable. Et on veut faire un projet sur 3 ans, seconde, première, terminale, enfin bref, etc. En utilisant les données donc, des satellites, comment sont utilisées, etc. Est-ce qu'il est possible de rencontrer des personnes, des chercheurs qui, justement, travaillent sur ce genre de données et pour expliquer à des classes, est-ce qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire, des choses comme ça avec les classes, justement, de cette nouvelle section? Oui, après, là, ce sera plus Daniel qui sera en charge de vous répondre. Mais... Daniel a pris la main. Oui, dans le cadre du projet Argonautica, dont on vous parlera, effectivement, on a la possibilité d'avoir ces partenariats. Et donc, c'est le chercheur qui va aussi présenter là tout à l'heure, est partenaire aussi avec nous sur ce projet. Donc, la réponse est oui, mais oui. Précisément, voilà, vous nous enverrez vos demandes et on essaiera de voir comment on peut s'organiser. Est-ce qu'il est possible à travers des projets éducatifs qui sont organisés au CNES. En fait, il est possible de suivre en temps réel, mais sur toute une année, par exemple, tel ou tel. Ah, super. Absolument, oui. Ok. Argonautica. Ok, génial. On en parlera. Madame Dujardin, dans les échanges de mails, vous avez le mail de Daniel et de Madame de Sterck, donc vous le notez bien de côté. Oui, je le note. Voilà, et elle est responsable de l'Argonautica. Super, voilà. Et de toute façon, on va vous en parler déjà lors de la deuxième demi-journée. On vous donnera déjà pas mal d'éléments là-dessus. Et ensuite, tout le reste, vous pourrez me contacter directement.
Alors, Super, typiquement, merci. les animations que je vous ai montrées, sauf erreur de ma part, tous les suivis d'animaux sont disponibles dans Argonautica et toutes les données aussi, même si elles ne sont pas exactement sous cette forme-là, je triche un peu pour faire une jolie animation, et notamment chez les données tous les jours. Mais, Après, je vais poser une question, mais alors en live, et peut-être que Venka va être surprise. Venka, tu n'envisages pas de faire en distanciel des interventions du style, celles que tu nous fais auprès de classes sur des domaines particuliers? Tu n'as pas le temps? moi, je fais ce que me demande de faire Daniel, en l'occurrence. En du jardin, j'ai essayé. Oui, merci, c'est parfait si c'était possible. On va travailler là-dessus toute la matinée. Voilà, après, bon, ça a pu m'arriver dans le temps de venir pas en distanciel, hein, en l'occurrence, dans des classes où, alors là, c'est beaucoup plus compliqué d'accueillir des classes chez nous. C'est toujours un peu délicat. Après, c'est une petite classe. Oui, non, mais c'est pas une question de taille. Hein, oui, j'imagine. Élèves ou une petite classe en nombre? C'est une petite classe en nombre, parce que théoriquement, on devrait en avoir 20, 24 maximum. Donc vraiment… D'accord, non, mais on rediscutera de ça. Oui, Déjà, oui, pardon. Ce qu'on vous propose de manière standard, ensuite on pourra voir ce qu'on peut faire en plus. Ok. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu. Charlie, je pense, devrait pas tarder à se connecter. Je l'ai prévenu qu'on était à l'heure. Mais on a encore 5 minutes par rapport à… 5, enfin même 10 minutes, puisqu'on a 5 minutes de pause. Donc, voilà, si vous avez des questions, ben, je vous engage à les poser maintenant. Alors, peut-être juste là, d'autres intervenants. Ouais. Enfin, les données Argos ne sont pas disponibles de façon libre et gratuite en général, puisque ce sont des gens qui les demandent, donc qui les payent. Bon, il y en a disponibles dans le cadre d'Argonautica. Par contre, toutes les données d'océan que j'ai montrées sont disponibles de façon gratuite avec des systèmes de représentation de la donnée qui existent, notamment via tout le projet européen Copernicus. Donc, vous avez le Marine Copernicus Service, qui est le service d'observation des océans, qui a un outil de représentation de tous ces types de données et qui a des données alors, numériques hein, qui sont diffusées aux chercheurs, mais qui sont aussi disponibles sous forme graphique sur leur site. Donc ça peut être aussi une façon d'aller regarder. Et ensuite, vous avez toutes les agences spatiales qui essayent de montrer un peu tout ce que leurs satellites font de beau sur les océans et ailleurs, via leur site web, donc l'Agence spatiale européenne, le CNES ou la NASA, qui ont en général des très belles images publiées régulièrement pour montrer un peu la puissance de l'observation de la Terre par satellite. Donc, Venka vous a mis le lien via le chat. Venka, une question. Collecte localisation satellite, ça veut dire que vous collectez les données et vous les redistribuez brutes ou vous faites une synthèse, un traitement et vous donnez le résultat de vos travaux. Comment ça fonctionne sur le CLS? Alors, brut, non, parce que ça demande toujours un traitement, ne serait-ce que les données Argos, on va calculer les positions notamment. Mais on fait un peu tout. On fait de la conception de ces chaînes de traitement, de ces programmes, et on a jusqu'à de l'utilisation dans des cas pratiques. On a notamment des collègues qui vont regarder les dispersions des nappes de pétrole
pour l'agence européenne qui est en charge de la sécurité maritime, qui va à son tour alerter les autorités pour éventuellement faire intervenir les gardes-côtes quand un bateau est en train de dégazer en mer. Donc, on a un peu pas tout à fait du producteur, parce qu'on ne fait pas les instruments, ça par contre, au consommateur, on a un peu toute la chaîne de valeur, en fait, ça dépend un peu des instruments, mais on a vraiment de données assez brutes jusqu'à des données très travaillées et des services à valeur ajoutée également. Et nos ingénieurs, parce qu'on a quand même aussi essentiellement des ingénieurs comme employés, hein, sont informaticiens, océanographes, on fait des études en télédétection. Donc, il y a des universitaires comme des gens d'école d'ingénieurs et des gens à Bac+5, voire Bac+8, puisqu'ils ont des thèses. D'accord. Et la question, c'est, moi, on se connaît plus longtemps, on a vu la diminution de la taille des balises, c'est incroyable ce que vous arrivez à faire maintenant. Vous pouvez créer des balises à la demande, puisque ce n'est pas vous qui fabriquez, mais en fonction des demandes, vous pouvez les solliciter et qu'il y ait des développements. Alors, nous, on saura un petit peu les fabricants. Maintenant, il y a un projet de puce open source où les gens peuvent effectivement utiliser cette puce open source pour faire leur propre conception. Mais nous, on aiguillera vers un fabricant ou un autre. Effectivement, on n'est pas fabricant de balises.